Chers auditeurs d'Africa Flashes, bienvenue. L'Est du Congo vit des heures décisives. Plus de 40 combattants M23 RDF neutralisés à Masisi. Des dizaines de blessés dans leurs rangs, des redditions en cascade. Et une armée congolaise soutenue par les patriotes Wazalendo qui multiplie les succès du Nord Kivu jusqu'au Sud Kivu. Derrière ces chiffres se cache une guerre de communication acharnée, des manipulations venues de Kigali et une détermination sans faille de nos forces armées à défendre la souveraineté nationale. Ce soir, nous vous proposons un grand reportage détaillé sur les avancées militaires, les défis stratégiques et le rôle crucial de la conscience patriotique dans la résistance congolaise. Africa Flashes, chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition où nous plongeons au cœur des événements qui redessinent la carte militaire et politique de notre pays. La République démocratique du Congo est à nouveau secouée par de violents affrontements, mais cette fois, le vent semble tourner. À Masisi, plus de 40 combattants de la coalition M23 RDF ont été neutralisés lors d'une embuscade méticuleusement tendue par les patriotes Wazalendo, en coordination étroite avec les forces armées de la RDC, FARDC. Ces pertes massives ne sont pas un simple fait divers de guerre. Elles marquent une étape dans l'affaiblissement d'une rébellion qui, depuis des années, sert de bras armés aux ambitions régionales du Rwanda. Ce succès militaire, relaté par nos sources locales et confirmé par des témoins sur le terrain, s'inscrit dans une dynamique plus large. Depuis plusieurs semaines, des dizaines de combattants M23 se rendent spontanément aux lignes FARDC Wazalendo. Ils dénoncent les conditions de traitement inhumaines infligées par leurs alliés rwandais, qui les considèrent comme de simples esclaves de guerre. Ces témoignages rappellent que derrière les armes, il y a des hommes manipulés, sacrifiés, trompés par de fausses promesses financières ou politiques. Plus de 200 d'entre eux ont déjà choisi de déposer les armes, brisant le mythe d'une rébellion invincible et dévoilant les fissures internes qui fragilisent le M23. À Bunyakiri, 7 ex-combattants ont récemment trouvé refuge après avoir fui à travers les sentiers forestiers. Leur récit est édifiant. Ils affirment que leurs rangs sont nombreux à envisager la fuite, car les officiers rwandais les méprisent, les exploitent et les envoient en première ligne comme chair à canon. Ce phénomène de désertion témoigne d'une perte de confiance qui affaiblit l'ensemble du dispositif M23 RDF. C'est un signe encourageant pour nos forces, mais aussi un rappel que le Rwanda utilise cyniquement ces jeunes hommes comme pions dans une stratégie plus vaste de domination régionale. Sur le plan militaire, l'initiative est désormais au FARDC. Le colonel Kisembo Izingoma Benjamin, commandant du secteur opérationnel Soussola, a récemment effectué une visite d'inspection à Lulingo, en territoire de Shabunda. Cette mission ne relevait pas seulement d'un contrôle de routine. Elle visait à galvaniser les troupes, à rappeler l'importance de la discipline et de la conscience patriotique face à la menace persistante du M23 RDF. Les discussions ont porté sur l'organisation logistique, la cohésion des unités, mais aussi sur la coopération renforcée avec les Wazalendo. À Shabunda, la confiance règne. Les autorités militaires affirment que tout est sous contrôle et que de nouvelles positions stratégiques seront bientôt sécurisées, notamment à Walungu. Ces avancées militaires laissent entrevoir une reconquête progressive. Des localités comme Buavu, Kamagola ou Nyangei sont déjà évoquées comme les prochains bastions à libérer, dans une perspective qui pourrait mener jusqu'aux portes de Goma. L'enthousiasme est palpable. L'idée de voir la capitale du Nord Kivu
échapper à la menace M23 n'est plus un rêve lointain, mais une hypothèse crédible si l'élan actuel se poursuit. Cette reconquête se fait dans un esprit d'union. FARDC et Wazalendo avancent côte à côte, animés par le même idéal de défense nationale. Le mot d'ordre est clair, feu sur feu, une résistance totale à l'agression étrangère. Cependant, la guerre ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire. Kigali et ses relais ont lancé une offensive médiatique. Une vidéo propagée par les rebelles du M23 prétend que le régime de Félix Tshisekedi aurait bombardé des civils à Rutshuru. Une accusation grave, mais dénuée de fondement. En réalité, il s'agissait d'une frappe ciblée sur un camp militaire à Peña, où les FARDC avaient déployé un drone. Les rebelles, en tentant d'intercepter l'appareil à l'aide de mortiers de 80 et 120 mm, ont provoqué eux-mêmes des dégâts collatéraux à Kisisil, détruisant 3 habitations. Ce type de manipulation illustre parfaitement la stratégie du poison rwandais. Créer un narratif trompeur, exploiter l'émotion et internationaliser le conflit en victimisant des agresseurs. La bataille de l'information est donc cruciale. Le ministre congolais de la Communication a récemment alerté sur ces intoxications orchestrées par Kigali. Mais au-delà des manipulations étrangères, un autre danger guette, celui de Congolais eux-mêmes, qui parfois relayent ou alimentent ces narratifs ennemis. Le cas d'Alain Saint-Pierre Mwamba, influenceur suivi par des centaines de milliers de personnes, est révélateur. En qualifiant de poison congolais les efforts du gouvernement pour dénoncer l'agression rwandaise, il contribue involontairement à affaiblir l'unité nationale. Ce type de discours, qui relativise ou nie l'évidence de l'agression étrangère, représente une arme psychologique redoutable, saper la confiance du peuple dans ses institutions et dans sa propre capacité de résistance. Mais les Congolais ne sont pas dupes. La mémoire collective, nourrie par des décennies d'agressions, de massacres et de pillages orchestrés depuis l'autre rive de la frontière, ne s'efface pas. Les millions de morts, les femmes violées, les enfants déplacés, sont autant de cicatrices qui rappellent la nature de cette guerre. C'est pourquoi, malgré la propagande, la détermination reste intacte. Le peuple sait que le Rwanda n'est pas une puissance invincible. Il n'est qu'un proxy, un instrument entre les mains de puissances occidentales qui poursuivent des intérêts économiques liés aux minerais stratégiques du Kivu. Il est donc impératif de démystifier le mythe de la supériorité rwandaise. Non, Kigali n'est pas plus fort que Kinshasa. Non, le M23 n'est pas une armée disciplinée supérieure au FARDC. Ce sont des illusions entretenues par une communication huilée, financée et relayée dans certaines capitales étrangères. En réalité, la RDC dispose de la profondeur stratégique, des ressources humaines et matérielles, ainsi que d'une légitimité patriotique que le Rwanda n'a pas. La preuve, malgré des années de soutien militaire et diplomatique, le M23 n'a jamais réussi à contrôler durablement les grandes villes congolaises sans l'appui logistique et financier extérieur. La guerre actuelle est donc à la fois une guerre militaire, psychologique et diplomatique. Militaire, car elle se joue dans les collines de Masisi, de Rutshuru, de Shabunda. Psychologique, car elle oppose la propagande rwandaise à la résilience congolaise. Diplomatique, car chaque avancée sur le terrain se traduit aussi par une bataille narrative dans les chancelleries et les médias internationaux. Chers auditeurs d'Africa Flashes, ce que nous voyons aujourd'hui est peut-être le début d'un tournant. Les redditions du M23, les succès des FARDC et des Wazalendo, les fissures dans la propagande adverse, tout cela laisse entrevoir une issue différente de celle que beaucoup prévoyaient. Mais restons vigilants.
l'ennemi n'a pas dit son dernier mot. Les parrains du Rwanda ont encore des moyens, et l'Est du Congo reste une zone où se croisent des intérêts multiples et complexes. Ce qui fera la différence, ce n'est pas seulement la force des armes, mais aussi la force de la conscience nationale. Chaque Congolais doit comprendre qu'il est partie prenante de ce combat. La trahison, même médiatique, peut coûter des vies. L'unité, elle, peut sauver la nation. Voilà pourquoi nous saluons aujourd'hui nos FARDC, nos Wazalendo, mais aussi tous ces citoyens qui refusent la manipulation et défendent la vérité. La guerre est longue, mais l'histoire est en marche. Et cette histoire, chers auditeurs, c'est celle d'un peuple qui refuse l'humiliation et choisit la dignité. Chers auditeurs d'Africa Flashes, poursuivons cette analyse approfondie. Pour comprendre l'importance de ce qui se joue aujourd'hui à Masisi, Shabunda et dans l'ensemble de l'Est de la République démocratique du Congo, il faut remonter à l'origine même du M23 et à la manière dont ce mouvement a été instrumentalisé par Kigali depuis plus d'une décennie. Créé officiellement en 2012, le M23 n'est rien d'autre qu'un avatar recyclé d'anciens groupes armés comme le CNDP de Laurent Nkunda et de Bosco Ntaganda, eux-mêmes héritiers des logiques de guerre importées du Rwanda après le génocide de 1994. À chaque fois, le scénario est le même. Une insurrection fabriquée, appuyée logistiquement par Kigali, financée par les ressources minières et qui sert de levier diplomatique et militaire pour affaiblir Kinshasa. Mais ce que nous observons aujourd'hui, c'est que ce cycle de manipulation atteint ses limites. Là où le CNDP avait pu semer la panique, là où le M23 version 2012 avait pris Goma pendant quelques jours, la nouvelle offensive de 2022 à 2025 rencontre une résistance bien plus forte. Pourquoi? Parce que la société congolaise a changé. Parce que les FARDC, malgré leurs difficultés, se sont adaptés. Parce que surtout, une nouvelle force populaire est apparue. Les Wazalendo, ces patriotes qui ne sont pas une armée parallèle, mais une mobilisation de citoyens, décidés à défendre leur sol, leur village, leur famille. Cette mutation dans l'équilibre des forces rend la stratégie rwandaise beaucoup plus fragile qu'auparavant. L'embuscade réussie de Masisi n'est pas un fait isolé. Elle illustre une nouvelle doctrine. Ne plus subir, mais anticiper. Les FARDC et les Wazalendo tendent désormais leurs propres pièges, exploitent la connaissance du terrain, coupent les voies de ravitaillement. Chaque vallée, chaque colline, chaque sentier est transformé en un espace de résistance. Ce n'est plus la guerre asymétrique où le M23 dictait le rythme, mais une reconquête méthodique où le terrain lui-même se retourne contre l'envahisseur. Dans ce contexte, les défections du M23 prennent une valeur symbolique. Elles montrent que même au sein de l'ennemi, l'illusion se brise. Ces jeunes qui fuient, qui racontent les humiliations subies sous les ordres d'officiers rwandais, incarnent une vérité que la propagande de Kigali ne peut masquer. Le M23 n'est pas une armée de conviction, c'est une armée d'instruments, où l'on envoie mourir ceux qui n'ont pas d'autre choix. En face, les FARDC et les Wazalendo combattent non pas pour un salaire ou une promesse, mais pour la survie d'une nation. Et dans l'histoire des guerres, cette différence de motivation est souvent déterminante. Regardons aussi la dimension régionale. Le Rwanda, en multipliant ses interventions indirectes, prend un risque. Car plus la guerre s'enlise, plus les projecteurs se braquent sur Kigali. Déjà, l'Union africaine, la SADC et même certains alliés occidentaux commencent à exprimer des réserves. Le prétexte sécuritaire de la protection contre les FDLR ne convainc plus personne. Les rapports onusiens, année après année,
documente la présence de l'armée rwandaise au nord Kivu, l'armement sophistiqué du M23, l'exploitation illégale des minerais. Ce n'est plus un secret, c'est un scandale international qui fragilise l'image de Kagame. Et c'est ici que la guerre de l'information devient cruciale. Lorsque Kigali ou ses relais accusent Kinshasa de bombarder des civils, il ne s'agit pas seulement de désinformation. C'est une tentative de renverser la culpabilité, de faire passer l'agresseur pour la victime. C'est une stratégie connue, utilisée dans de nombreux conflits modernes qui visent à influencer l'opinion publique internationale. Mais aujourd'hui, la RDC a appris à riposter sur ce terrain. Les démentis rapides, les enquêtes menées, les voix d'intellectuels congolais et africains qui s'élèvent contribuent à affaiblir l'efficacité de cette propagande. Un autre aspect essentiel mérite d'être souligné, la dimension économique. Le Rwanda ne mène pas cette guerre uniquement pour des raisons politiques ou sécuritaires. Le sous-sol du Kivu regorge de coltan, d'or, de cassitérite, de cobalt, des minerais indispensables aux technologies modernes, aux batteries, aux smartphones, aux véhicules électriques. En entretenant le chaos, Kigali assure le passage clandestin de ces minerais vers ses propres circuits d'exportation. Ainsi, derrière chaque affrontement à Masisi ou à Shabunda se cache une bataille économique mondiale. Qui contrôlera les ressources stratégiques du Congo? Or, ce pillage ne profite pas seulement au Rwanda. Comme je vous le disais, chers auditeurs, il profite aussi à des multinationales occidentales qui ferment les yeux sur les origines douteuses des minerais qu'elles achètent. C'est pourquoi il est juste de dire que le Rwanda est un proxy. Il agit comme sous-traitant d'intérêts plus grands, en échange d'une rente géopolitique et financière. Cette réalité rend la lutte congolaise encore plus noble et plus difficile, car elle ne s'oppose pas seulement à Kigali, mais à un système global. Face à cette complexité, la RDC doit consolider son unité nationale. Et c'est là que la question des voix discordantes, comme celle d'Alain Saint-Pierre Mohamba, devient sensible. Ce n'est pas seulement un problème d'opinion divergente, c'est un problème stratégique. Lorsque des Congolais relaient le narratif rwandais, consciemment ou non, ils affaiblissent le front intérieur. Or, dans toute guerre, l'unité intérieure est le socle de la victoire. C'est pourquoi il est vital de distinguer la critique constructive, nécessaire dans une démocratie, du sabotage informationnel qui joue le jeu de l'ennemi. Chers auditeurs, permettez-moi de revenir sur une vérité fondamentale. Cette guerre n'est pas une fatalité. Elle n'est pas une malédiction qui s'abat éternellement sur le Kivu. Elle est le résultat de choix politiques, de complicités internationales, mais aussi d'une résistance qui n'a jamais cessé. Les Congolais ont survécu à l'esclavage, à la colonisation, aux dictatures, au pillage massif. Ils survivront aussi à cette agression. Mais survivre ne suffit pas. Il faut reconstruire, transformer cette résistance en une victoire durable. Cela passe par le renforcement des FARDC, par une réforme en profondeur de l'armée, par une diplomatie active qui expose les parrains du Rwanda et par une économie qui cesse d'être dépendante des circuits informels contrôlés par l'ennemi. Nous sommes donc à un carrefour. Masisi, Shabunda, Rutshuru ne sont pas seulement des noms de localités, ce sont des symboles d'un affrontement qui dépasse les collines du Kivu. Ce sont des champs de bataille où se joue l'avenir de la souveraineté congolaise. Et dans cet avenir, chaque victoire compte, chaque embuscade réussie, chaque reddition d'un combattant égaré, chaque démenti à une propagande mensongère. Chers auditeurs d'Africa Flashes, retenons ceci. Le Rwanda n'est pas fort, il est utilisé. Le Congo n'est pas faible, il est en marche. Et cette marche
malgré les douleurs et les obstacles, conduit vers une libération qui n'est pas seulement militaire, mais aussi psychologique, économique et diplomatique.